Monsieur le Président, bonjour et merci de nous recevoir. Bonjour. Vous savez pour quel événement? Notre événement a lieu tous les 5 ans, les 24 heures du bâtiment. 5000 chefs d'entreprise, artisans, chefs d'entreprise sont en train de nous regarder à l'instant. Et donc ce grand rassemblement, plein de force, de fierté, nous voulions vous avoir absolument, et je vous remercie de cet entretien en tête-à-tête, tellement important pour nous. Tellement important pourquoi? Parce que cette remobilisation du secteur du bâtiment est fortement nécessaire. Des crises nous ont touchés depuis 2 ans et demi, crises successives, le Covid, puis les matériaux, puis l'énergie, puis la crise, malheureusement, la guerre en Ukraine, qui a augmenté encore le prix des matériaux, le prix de l'énergie, mais aussi tout ce qui est taux d'intérêt. Donc oui, il y a aujourd'hui des questions, beaucoup d'inquiétudes chez nos artisans et entrepreneurs. Mais malgré ça, nous sommes optimistes, nous sommes très optimistes parce qu'on sait que le bâtiment a des atouts. Cette fierté de bâtisseur, de rénover énergétiquement, de construire beaucoup plus durable. Eh bien oui, on est en train d'attirer aussi nos concitoyens dans ce beau métier. Nous avons recruté 100 000 personnes depuis le premier jour du Covid, que nous avons maintenu à l'époque grâce, il faut le dire, à toutes les aides de l'État, en tout cas le coup de pouce de l'État, surtout le chômage partiel, hein, les PGE, etc., toutes ces choses-là, que nous allons rembourser. Il y aura des choses aussi à dire peut-être là-dessus, mais en tout cas, voilà, nous avons conservé l'emploi et nous avons surtout, et j'y reviendrai tout à l'heure, employé 20 000 jeunes apprentis de plus, ce qui fait en tout 160 000 jeunes qui sont dans nos métiers, dont 80 000 apprentis. Je crois que voilà, cette fierté du bâtiment et de ses adhérents, de mes adhérents, je voulais vous la faire part. Et en tout cas, j'aurai 3 thèmes principaux. Voilà. Le premier thème est un thème de crise. Bien sûr, on va commencer par ça. Je vous l'ai dit, inquiétude, anxiété depuis 2 ans et demi. Le bâtiment qui reprend, le bâtiment qui relance, le bâtiment qui réussit grâce à ses mesures, mais grâce aussi à sa volonté et à sa fierté. Aujourd'hui, la crise pour nous, c'est la crise du logement neuf. Le logement neuf sur ce qui est maison individuelle, sur ce qui est collectif. Ça fait plusieurs années qu'en fait, on n'arrive pas à jointer tout ce qui peut être au niveau des permis de construire, au niveau du local, au niveau du gouvernement, parce que les mesures qui nous sont proposées ou les réflexions aujourd'hui, eh bien on le voit malheureusement dans les chiffres, ne sont pas en adéquation, et cette équation est compliquée à résoudre entre ce besoin de construire pour nos concitoyens. On a encore 4 millions de personnes qui cherchent un logement social, mais aussi le privé. Donc on a besoin de tout le monde, on a besoin de construire des logements. C'est une chance, la démographie de la France croît encore, donc finalement c'est un atout pour notre pays. Il faut que l'on ait des mesures plus importantes là-dessus. Il faut que le PLF, par exemple, qui a été présenté, nous donne plus dans l'avenir. Nous donne, quand je dis moi, c'est mes concitoyens, hein, on est tous propriétaires, locataires dans les logements sociaux. Et là-dessus, il y a aujourd'hui, on peut le dire, franchement, et je vous remercie de pouvoir vous le dire comme ça, les yeux dans les yeux, voilà, avec franchise, le logement neuf est en train de souffrir, le logement social aussi, malheureusement, en 2021, les chiffres ne sont pas dans les attentes que l'on voudrait, et ce PLF doit être amélioré. Il y a aussi beaucoup de questions sur, par exemple, les attaques successives sur Action Logement, ces choses-là. Donc, sur cet ensemble-là, cette cohésion du territoire, cet espoir que l'on veut donner à nos concitoyens de bénéficier d'un logement alors abordable, bien sûr, et confortable, je crois qu'il y a une grande attente dans le pays et bien évidemment de notre secteur. Merci beaucoup. D'abord, merci d'être là et je tiens à m'excuser auprès de l'ensemble de vos adhérents et des milliers d'entreprises qui seront avec vous durant ces journées, ces 24 heures du bâtiment. J'étais à vos côtés il y a 5 ans. Je ne peux pas être physiquement et en direct complètement avec vous parce que se tient en même temps à l'autre bout du monde un G20 qui rassemble les 20 premières économies du monde où je représenterai notre pays. Mais je tenais en effet à ce qu'on puisse avoir cette discussion compte tenu de l'importance de votre secteur, de ce que représente justement le monde du bâtiment. À la fois, je pense qu'on y reviendra en termes de capacité
à embaucher des jeunes, à évidemment créer de la valeur et des emplois, mais à participer aussi au projet de vie de nos concitoyens, qui est de faire du logement neuf ou rénover le logement et donc pouvoir vivre. Alors vous l'avez dit, moi je suis d'abord très lucide sur le fait que tout votre secteur a traversé une série de crises, comme beaucoup de secteurs de l'économie française, et peut-être plus encore. Covid, montée des prix des matériaux qui ont créé des ruptures, en tout cas des révisions de prix importantes, montée des prix de l'énergie, avec plusieurs séries de montées de prix de l'énergie, celle d'une reprise non coordonnée dès l'automne 21, et puis celle qui suit justement cette période de guerre que nous vivons. Alors face à ça, l'État était présent. Et j'y tiens et je veux ici le dire, comme peu de gouvernements en Europe et dans le monde. Sur la partie trésorerie avec les PGE, et là-dessus on sera très pragmatique en fonction de l'évolution des prochains mois. S'il faut réviser des conditions de remboursement, je tiens à vous le dire, parce que vous m'avez tendu une perche, nous le ferons. Parce qu'on ne va pas mettre en difficulté sur leur BFR ou sur leur trésorerie courante des entreprises qu'on a aidées il y a maintenant 2 ans, ce serait ridicule. Donc moi j'ai demandé au ministre de l'économie et des finances une analyse secteur par secteur très précise pour qu'on soit là. Donc PGE, évidemment le chômage partiel, ensuite des dispositifs ad hoc en sortie de crise. Je voudrais dire d'un mot avant de venir au logement neuf, ce qu'on va faire pour l'énergie. L'énergie, d'abord pour 2 tiers environ de vos entreprises, qui sont des TPE, elles sont à un tarif réglementé. Et donc ces entreprises, elles sont au bouclier. Ce qui veut dire que là où le gaz, l'électricité, début 23, normalement dans les tarifs augmenteraient de plus de 100%, il y aura plus 15% dans les 2 premiers mois et c'est tout. C'est-à-dire qu'on prend en quelque sorte la charge, on donne de la visibilité. Pour le tiers d'entreprises qui sont plus importantes, on s'en félicite, ce sont des entreprises qui tirent le reste de l'économie. Celles qui sont TPE-PME, elles auront un mécanisme d'amortisseur de prix. Là, on va vous diffuser tous les détails, les ministres qui seront là avec vous, d'ailleurs, vous les donneront. Ça veut dire qu'on va limiter la hausse du prix en intervenant directement sur celui-ci, parce qu'on a notre nucléaire, parce qu'on a négocié avec la Commission. Et donc, pour l'ensemble des petites et moyennes entreprises du secteur, on va amortir cette augmentation de l'électricité comme du gaz. Et puis, pour les plus grandes entreprises, qui sont au-dessus des seuils, on a des critères européens, les Allemands ont eu le même problème que nous, les Italiens, les Espagnols. On ne peut pas intervenir sur le prix de l'électricité, donc on va mettre en place un guichet d'aide qu'on a simplifié. C'est-à-dire, on n'attend pas que vous soyez à perte pour aider, on le fait même quand vous êtes positif. On a simplifié les règles de pourcentage d'énergie dans l'EBITDA, qui fait qu'on prend le pourcentage en crise, c'est-à-dire on intègre l'augmentation, et puis on a augmenté les tickets. Donc ça, pour pouvoir intervenir, aider, et on adaptera au fil de l'eau en fonction de l'évolution. Au-delà de ces mécanismes, on va continuer de faire baisser le prix du gaz et de l'électricité, et au moment où je vous parle, je suis plus confiant qu'il y a 1 mois. Pourquoi? Parce qu'on a eu un message d'unité européenne, envoyé des messages clairs justement de plafond sur le prix du gaz. On a ensuite, tous en européen, rempli nos stocks, on est à plus de 90%, la température est un peu plus douce, donc les prix sont en train de baisser. Et puis sur notre nucléaire français, les choses vont mieux, on redonne des perspectives, on est au-dessus des prévisions, et donc on a des capacités. Donc là-dessus, on aide, on a donné de la visibilité pour 23, les ministres vous donneront tous les détails, et puis on baisse les prix. À côté de ça, on a, et je pense que c'est important de le rappeler aussi, eu des mécanismes tout au long de ces dernières années pour accompagner le secteur. Baisse de charges et de cotisations, baisse d'impôts, que ce soit l'IS ou maintenant les impôts de production, et qui permettent d'avancer. Et puis, on doit s'adapter à ces crises, et les assises du BTP ont permis de commencer à faire cela. Et je le dis parce que, à travers la réforme des marchés publics ou de ce qu'on a fait côté État, il faut que ça inspire maintenant vos grands clients du privé. On a relevé les seuils planchers de tous les marchés publics pour améliorer vos trésoreries. On a pérennisé le seuil de gré à gré à 100 000 € pour réduire les démarches administratives des TPE-PME. On a assoupli les règles sur les pénalités de retard pour éviter justement que les difficultés d'approvisionnement, ce soit les entreprises du secteur qui en prennent l'impact. Et on a simplifié aussi beaucoup d'obligations réglementaires écologiques. Ça, c'est tout ce qui a été fait en plus, et il faut encore l'améliorer, en partie pour vos clients côté privé, et inciter tout le monde à aller dans la même direction. Maintenant, ce que vous avez dit sur le logement neuf est vrai, et je le vois comme vous. Donc, première étape, on passe la crise, on prend la vague, et on est à vos côtés comme on l'a été pendant le Covid, on va continuer. Maintenant, si je regarde le problème qu'on a sur le neuf, il faut le décomposer. Premier sujet, on doit continuer
de convaincre les élus de donner les permis. On a eu un cycle électoral qui a fait que ça s'était un peu décalé, mais on a encore trop de collectivités territoriales qui bloquent les permis, qui ont un doute sur le logement. Alors il est peut-être pour les uns idéologique, pour les autres politique, c'est bon pour personne. Et donc là-dessus, on va continuer, d'abord, regarder les réformes institutionnelles qu'il faut faire. Comme vous le savez, il y a quelques mois, on a mis en œuvre des dispositifs fiscaux pour accompagner les maires qui bâtissaient, sur la base du travail fait par M. Rebsamen. Et on va pérenniser cela, mais moi je crois aussi à un choc un peu institutionnel pour convaincre davantage les maires. Ensuite, il faut continuer de simplifier nos procédures, parce que le temps c'est de l'argent, c'est vrai en particulier dans votre secteur. Avec la loi Elan, on avait commencé à réduire des procédures, il faut continuer ce travail, aller plus loin pour baisser les coûts. Ensuite, il y a le coût de production. Alors là, la difficulté du moment, c'est qu'évidemment les matériaux et l'énergie montant, ça ne va pas dans le bon sens. Ce n'est pas bon pour le neuf. Donc on essaie de vous aider à l'absorber, je pense qu'on reviendra vers des espaces, des périodes qui seront plus propices, donc on essaie de le compenser, mais il faut aussi continuer à moderniser le secteur. Et là-dessus, je veux vous remercier pour tout ce que vous faites pour la digitalisation, l'amélioration justement du secteur, les initiatives BIM et le plan que vous avez mis en place, parce que ça permet d'être plus efficace, de baisser les coûts. Je crois aussi beaucoup à la réforme, et je sais que vous l'accompagnez, et la construction hors site, qui permet aussi de baisser les coûts. Tout ce qui permet, en quelque sorte, d'industrialiser dans le bon sens du terme le secteur, c'est-à-dire de à la fois créer du volume, baisser les coûts stricto sensu de la production de logements. Et puis nous, on va continuer aussi de travailler sur le volet financier. Pourquoi? Parce qu'il y a une autre mauvaise nouvelle qui arrive, qui est là, qui est la montée des taux, qui n'est pas bonne pour l'acquisition de logements neufs. Et vous avez beaucoup de nos compatriotes qui, évidemment, ça coûte un peu plus cher sur les matériaux, les taux sont un peu plus chers, ils n'y arrivent plus. Et donc face à ça, et je le vois bien chez certains promoteurs qui me disent on fait une très bonne année 2022, ce qu'on met en commande, mais les perspectives à venir ne sont pas très bonnes. Ce qui veut dire que pour vous, dans 1 à 2 semestres, ce ne sera pas très bon. Et donc nous, on doit davantage mobiliser notre épargne. C'est des mécanismes qu'on a commencé à mettre en place, mais les taux vont remonter, c'est là, ils vont remonter pour, je pense, plusieurs trimestres. Donc à côté de ça, on a des investisseurs institutionnels, il faut pouvoir justement les mobiliser sur les bons projets, et nous aider à sortir justement des prix plus raisonnables, peut-être en allongeant certaines maturités, en mobilisant différemment de l'épargne, en trouvant des solutions financières. Voilà un peu pour moi l'ensemble. Alors à côté de ça, il y a la part du neuf qu'on peut faire en accompagnant mieux les collectivités locales sur des grands projets. Ce qu'on fait avec le plan friche permet de dégager des grands projets de logement et de faire du neuf sur de la friche industrielle ou agricole ou militaire. Et donc là, on a pérennisé les fonds et c'est très important. Et puis derrière ça, il y a aussi ce qu'on fait avec l'ANRU, qu'il ne faut pas oublier, parce que dans beaucoup de nos quartiers, on fait de la démolition et reconstruction. Et ces dernières années, comme vous le savez, on a doublé le budget de l'ANRU, mais surtout on a accéléré les décaissements et les projets. Et donc on va continuer là d'être à vos côtés pour sortir des opérations de promotion complète et sortir du neuf dans tous ces quartiers. Je vous remercie pour votre réponse qui a quand même balayé pas mal de sujets dont je viens de parler. Effectivement, les assises du BTP, des assises du BTP pérennes, c'est ce que l'on veut. Eh bien, ce que vous avez annoncé avec vos ministres, avec des conclusions ou des pré-conclusions à l'été prochain, au printemps prochain, nous convient plutôt. À partir du moment où il y aura des clauses de revoyure, parce que retrouver toute la filière autour de la table pour discuter entre nos clients, les maîtres d'œuvre, les constructeurs et les producteurs, eh bien c'est historique, ça ne s'est jamais fait. Donc on veut que ça continue sur des années, avec des rendez-vous réguliers, parce que c'est vrai que finalement, d'avoir une entrevue avec un ministre adéquat n'est pas forcément très facile. De les avoir d'une façon assez régulière comme ça, alors tous les 6 mois, peut-être une fois par an, je trouve que c'est une bonne solution. Ça ne remet pas une couche sur le millefeuille, non. C'est très pratique et pragmatique, je vous l'ai dit, d'où ces 13 propositions dont vous m'en avez donné quelques-unes, bien évidemment. Alors, aux assises du BTP, on parle aussi de rénovation, transition écologique et énergétique, de transition numérique. Sachez que, évidemment, tout ce qui a été mis nous concerne énormément, beaucoup de petites structures, beaucoup de taille artisanale aussi, mais les entreprises. Donc, tout ce qui s'est fait au niveau rénovation énergétique, nous, on est là, on est présent. Quand je vous dis qu'on a employé 100 000 personnes de plus et l'apprentissage, c'est aussi grâce à ça, grâce à cette attractivité beaucoup plus technique
de construire neuf, on l'a vu, mais aussi de rénover d'une façon avec des matériaux biosourcés, avec un esprit beaucoup plus écologiste et durable. Ça, c'est important. Ce que vous avez fait, ce que vous venez d'amplifier dans le PLF 2023 sur MaPrimeRénov', qui prend 25%, bien sûr qu'on dira que ça va être compliqué pour avoir la neutralité carbone en 2050, mais c'est une progression, et moi, c'est ce que je vois. Je pense qu'il faudra aller beaucoup plus loin, on le sait tous, et qu'il faudra, vous l'avez dit tout à l'heure, peut-être trouver des financements alternatifs ou ailleurs, à nous aussi de faire des propositions. Sur tout ce qui est ces certificats d'économie d'énergie, quelque chose qui est très instable, on voit que ce qui est prévu ces jours-ci, ces mois-ci, va plutôt aussi dans le bon sens. Bien pareil, ce sont des coups de pouce vraiment à nos clients pour rénover et atteindre ces objectifs-là. Donc sachez que là-dessus, on est très volontaire. On forme beaucoup de jeunesse, mais ça sera mon thème numéro 3. Sur la transition numérique, vous l'avez dit, tout ce qui est construction digitale et numérique, ça y est, je suis très content que vous connaissiez notre plan numérique. Et ça, sachez que là-dessus, c'est pareil. On a démultiplié notre vitesse, notre volonté pour créer vraiment, par le BIM, par tout ce qui est numérique, par tout ce qui est analyse, par tout ce qui est intelligence artificielle à la Fédération française du bâtiment, avec notre commission innovation, nos journées innovation. Vous pouvez compter sur nous, on va vraiment aller dans ce sens. Donc ma question, elle est toute simple, sur tout ce qui est transition écologique, transition énergétique évidemment, bien qu'on ait parlé de l'énergie tout à l'heure, et transition numérique, quelle est votre vision aussi pour le secteur? Nous, on vous accompagnera plus que de raison, parce qu'on y croit énormément, et comme je le dis, le secteur du bâtiment est au centre aujourd'hui de toutes les réflexions, non seulement européennes mais mondiales. Puis le bâtiment va sauver la planète, c'est ce que je dis régulièrement et j'y crois beaucoup. Ce qui est vrai, c'est que le bâtiment, c'est notre vie. C'est là où on habite, où on vit et où on peut rester le plus longtemps possible autonome. Et donc, le bâtiment est au cœur de toutes les transitions. Alors la transition numérique, parce qu'elle est au cœur de votre manière de produire, c'est aussi pour ça que le plan BIM 2022, en effet, est un point important pour aider aussi à diffuser ces pratiques chez tous les acteurs du secteur. Et donc nous, on va continuer aussi à accompagner vos initiatives par des mécanismes chèque numérique, précroissance TPE, les diagnostics numériques et tout ce qu'on peut faire pour justement vous aider à numériser le secteur parce que ça nous permet de gagner en productivité et faire baisser les coûts, ce qu'on disait. Après, je pense qu'il y a deux formidables leviers qui viennent, il ne faut pas que ça vienne compenser totalement la construction de neuf, mais enfin qui sont des vrais leviers de croissance pour le secteur. C'est l'énergétique et la rénovation des bâtiments. Et c'est le démographique, le vieillissement de la population et l'adaptation des logements. Et c'est deux énormes leviers parce que ça veut dire que plusieurs fois dans sa vie, d'abord on va devoir progressivement changer les logements de nos compatriotes et ensuite plusieurs fois dans la vie on va devoir adapter les logements. Ça vaut pour les personnes qui rentrent dans le grand âge comme celles et ceux qui sont en situation de handicap ou le deviennent. Et donc moi je pense que ces transitions sont une opportunité pour le secteur. Sur la transition énergétique, vous le savez, depuis 5 ans, on a mis en place, d'ailleurs avec vous, des instruments. Je pense qu'on a appris collectivement. C'est aussi pour ça que les assises BTP ont été pensées, parce qu'on a vu que quand on ne concevait pas les normes, ou même les instruments pour aider avec les professionnels, on mettait beaucoup plus de temps à les faire marcher. Et donc, la transition, en effet, climatique, énergétique, c'est une opportunité parce que c'est 30 millions de logements à rénover en 30 ans. Donc il y a un potentiel d'activité qui est énorme, avec, on le sait bien, si je puis dire, une diversité de types de rénovation. Il y a des rénovations très lourdes et complètes, il y a des rénovations plus légères, il y a des mécanismes d'accompagnement, donc MaPrimeRénov' qu'on a consolidé maintenant, qui est stable. Alors, il y aura toujours la discussion sur les restes à charge, et je pense qu'il faut toujours essayer d'améliorer, mais il faut maintenant donner de la stabilité, de la simplicité, de la lisibilité à nos compatriotes pour qu'ils bougent. Ensuite, nous aussi, on va donner de l'activité parce que je souhaite qu'on aille plus vite sur la rénovation des bâtiments publics. En particulier, moi, il y a une initiative que je veux qu'on lance dans les prochains mois. J'ai demandé au gouvernement de s'y employer, c'est la rénovation de nos écoles. Les écoles de la République, et on a besoin d'accompagner nos communes pour cela, parce que les communes sont confrontées aux mêmes difficultés que nous tous. On les aide et on a mis un plan dans le projet de loi de finances, mais ce sont des grands donneurs d'ordre pour votre secteur. Il faut les accompagner pour aider à faire la rénovation thermique de nos écoles. Aujourd'hui, beaucoup de nos écoles ne sont pas aux dernières normes, elles dépensent beaucoup d'énergie. On pourrait améliorer les conditions pour nos enseignants et pour les enfants, et donc c'est ce qu'on va faire. Et ça, c'est aussi un formidable levier, au-delà de ces 30 millions de logements sur les 30 ans à venir.
Alors en parallèle de ça, on va vous aider, mais je voulais aussi vous remercier de tout le travail qui a été fait en termes de formation. Et je sais combien c'était exigeant pour la profession et combien les rendez-vous de la réglementation environnementale étaient une source d'anxiété il y a quelques années, parce que ça fait quelques années maintenant que je tourne dans le secteur. Et vous avez su vous adapter, vous mettre justement au rendez-vous de celle-ci en mettant en place des formations, des qualifications professionnelles, des certificats de qualification. Et donc là aussi, on va continuer de vous accompagner, mais je veux souligner l'exemplarité de tout le secteur et de la branche en la matière. Il faut absolument continuer, consolider et expliquer à tous les professionnels que c'est aussi ce qui leur permet de mieux faire et d'avoir des potentiels d'activité. Parallèle de ça, nous, on va aussi continuer sur le volet de la transition environnementale à accompagner pour vous aider sur les matériaux, sur l'innovation, sur la manière de construire. Et dans France 2030, on a 400 millions d'euros qui sont réservés justement sur ces sujets pour accompagner le bâtiment et vous aider par à la fois de la recherche et du déploiement de la recherche, à diffuser justement les bonnes approches et à continuer de gagner à la fois du résultat climatique et puis du prix et donc du volume et donc de l'activité. Donc ça, c'est pour moi le premier volet sur cette grande transition et c'est aussi pour ça que je veux que vous soyez associés dans la durée à celle-ci et en particulier au Conseil national de la refondation sur toute sa partie climat-biodiversité. Parce qu'on va continuer d'avancer avec les innovations qui sont les nôtres, technologiques et en termes de matériaux. On doit industrialiser là aussi nos rénovations en cours, mais je suis sûr qu'on va trouver de nouvelles techniques et qu'on va continuer de s'améliorer collectivement pour répondre à notre défi. Et c'est de la bonne activité. Puis il y a la transition démographique, et pour moi c'est là dans les prochaines années l'objectif de faire au moins 680 000 logements avec MaPrime Adapt, et ça s'inspire un peu de MaPrime Rénov', mais l'idée, et là on vous a donc associé à la conception qui est en cours de manière très étroite, mais c'est de permettre aux artisans, aux entreprises du secteur, de rénover des logements et donc d'avoir de l'activité, mais pour permettre à nos aînés ou à des personnes en situation de handicap de rester dans leur logement. Et donc d'adapter celui-ci en adaptant qui le couloir, qui l'escalier, qui la salle de bain ou la salle à coucher, mais permettre de rester le plus longtemps possible et d'avoir une vie qui, justement, est la plus agréable possible à son domicile. Et là aussi, c'est évidemment un panel de travaux qui va du plus simple au plus complexe, qui peut aller jusqu'à la domotique embarquée, mais qui est une source d'activité formidable pour vous. Donc vous le voyez, pour moi, ces transitions, elles supposent des changements, elles supposent d'inventer une réglementation, mais dans laquelle on doit vous associer dès le début pour qu'elle soit simple, adaptée aux professionnels, mais elle va donner à tout votre secteur beaucoup d'activités. Vous faites la transition, donc c'est parfait, sur la formation, sur cette jeunesse, cette attractivité des métiers, que l'on travaille beaucoup, avec de la communication. Mais pourquoi de la communication? Pour montrer que nos métiers ont changé, on l'a dit, cette dimension écologique, cette dimension aussi numérique, technologique, qui attire les plus jeunes, mais aussi les jeunes adultes. On l'a vu dans les 100 000 personnes qu'on a intégrées, et l'insertion évidemment aussi, bien évidemment, que l'on a intégrées dans nos métiers. Eh bien, il y a des jeunes adultes. L'opération que l'on avait fait ensemble, les casinos bâtisseurs, finalement, on en fait pratiquement le double à chaque fois. On en a fait 24 000 qu'on va chercher dans les quartiers prioritaires de la ville. Tellement important d'aller chercher ces jeunes et ces moins jeunes, quelquefois désœuvrés, et de leur donner un ascenseur social sous les yeux et de leur démontrer que ça va fonctionner, avec beaucoup plus de RSE, avec beaucoup plus d'accueil. Ça, on y croit beaucoup. Et donc, les former, monter des formations, etc. Ça, c'est ce qu'on fait aussi depuis de nombreuses années. Mais on est en train de transformer aussi notre appareil de formation. Ce que l'on voudrait par rapport aux réformes sur la formation, par exemple, c'est que justement nous les professionnels, et vous l'avez dit, vous nous associez de plus en plus, et tant mieux, à toutes les réglementations, aussi à la formation, c'est-à-dire tout ce qu'il peut y avoir dans les référentiels, tous les programmes, quelquefois qui ne sont pas encore tout à fait adaptés à ce qui se fait sur le terrain. Vous l'avez dit, préfabrication en atelier, 30% de nos entreprises ont un atelier qui préfabrique, vous voyez, et ça peut être des artisans et qui viennent installer sur les métiers. Donc tout ça est vraiment lancé.
Notre force territoriale, nous sommes présents dans 92% des communes. Il y a un artisan ou une entreprise. La FAB a plus de 100 départements et 100 fédérations, France comprise, et ultramarines. J'étais hier matin en Guyane, donc pour vous dire, voilà, de voir nos compatriotes aussi qui ont des espoirs assez extraordinaires. Donc voilà, tout ça fait que ce maillage territorial, cette fierté de bâtir, cette fierté de construire, avec ces jeunes qui arrivent, nous, notre volonté de les intégrer pour le bien commun. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire sur ce thème-là? Et ce sera ma dernière question. Voilà, parce qu'aujourd'hui, là, les 5000 chefs d'entreprise, de l'artisan à l'entrepreneur et à l'entreprise, et même jusqu'à nos majors, évidemment, dont on est fiers de toutes nos entreprises, vous regardent et ils ont besoin de passer de l'inquiétude, quelquefois un peu du ras-le-bol, à l'optimisme, à voir beaucoup plus loin. Rénovation énergétique, dans les 10, 30, 50 prochaines années. Moi, je suis d'un naturel optimiste, mais réaliste. Voilà, je vous laisse la parole. Non, d'abord, merci. Je vais revenir tout de suite à la formation, mais je veux que vraiment vos chefs d'entreprise voient loin ce qu'on vient de se dire sur la transition démographique, climatique et énergétique. C'est un chantier pour le pays qui va durer plusieurs décennies. C'est le chantier d'avenir. Vous êtes au cœur de celui-ci. C'est aussi pour ça qu'il ne faut pas qu'on cherche à reproduire les modèles d'antan. Même le neuf, on le produira différemment, parce qu'on le produit dans des zones qui sont plus sous contrainte. C'est aussi pour ça qu'il faut changer dans les techniques pour le faire. Mais on ne produira pas, il ne faut pas avoir la nostalgie de ce qui a été, il faut inventer collectivement un nouveau modèle. C'est aussi pour ça qu'avant de remettre des dispositifs comme le fameux Pinel ou d'autres, parce que je n'avais pas répondu assez explicitement tout à l'heure à votre appel du pied, en vous écoutant, je m'en souvenais, je vais vous dire, la politique du logement dans notre pays, c'est une des politiques les plus subventionnées, avec la formation professionnelle. C'est 2 points de PIB. Et est-ce qu'on a mieux réussi à faire baisser le prix que nos voisins? Non. Je vous mentirais en disant ça. Et donc on finance l'offre, on finance la demande, c'est plus la bonne méthode. Il faut qu'on change nous aussi notre manière d'approcher les choses. Et donc c'est aussi pour ça que je ne veux pas reproduire toujours les mêmes recettes pour avoir un nouveau ministre qui donnera son nom à un nouveau dispositif comme on le connaît depuis des décennies. C'est plus ça la bonne réponse. Et donc il faut collectivement qu'on sache, comme dirait l'autre, se réinventer. Le statut de bailleur privé que l'on propose. Ça fait partie des options. Oui. Mais je veux dire par là, il faut trouver d'autres systèmes de portage. Il faut surtout, à mon avis, on en a un peu parlé, simplifier les questions de foncier pour le neuf. Mais en tout cas, moi je veux ici dire, ne soyons pas obsédés par les méthodes d'hier. Regardons aussi tous les potentiels. Et ensemble, ces quelques années, malgré la crise, on a créé un potentiel des grands programmes en rue, à ce qu'on a fait aux assises du BTP qui est en train de se déployer, à la transition écologique et démographique. Il y a un volume, si on s'adapte tous dans le bon sens et ensemble, qui est formidable. Et donc vous êtes un métier d'avenir, un métier d'innovation, vous êtes au cœur des transitions d'usage et des changements de nos vies, pour avoir des logements plus résilients au climat et plus adaptés au changement d'âge, et vous êtes des métiers qui vont être bousculés par des innovations, de matériaux, de techniques, et où les gens vont demander de plus en plus de technologies embarquées, et donc aussi de croisement entre les différents secteurs d'activité, de savoir apporter des réponses parfois à des sujets complexes pour mettre de la domotique dans la maison, mieux connecter, parce que dans la rénovation thermique, vous le savez mieux que moi, c'est aussi des histoires de capteurs qu'on aura de plus en plus. Bon, c'est ça, et donc vous êtes un métier d'avenir, et c'est ce qu'il faut expliquer à nos jeunes. D'abord, je veux vous dire merci, parce que vous êtes un secteur qui formait, embauchait de la jeunesse. Vous évoquiez les chiffres tout à l'heure, je regarde aussi mes chiffres d'apprentissage, on est passé de 55 000 à 80 000, malgré la crise Covid ces 5 dernières années. On va continuer à monter ensemble. En faisant quoi? Première chose, on doit informer nos jeunes. Et donc, j'ai besoin de vous pour participer à ce qu'on va mettre en place dans les prochains mois dans l'éducation nationale, qui sont cette demi-journée à venir qu'on va faire à partir de la 5e. On le sait tous, l'orientation ne marche pas comme elle devrait marcher dans nos écoles, c'est-à-dire au collège et au lycée. Et ce n'est pas quand on est devant le fameux Parcoursup en terminale qu'on se met à savoir ce qu'on va faire demain. Il faut que nos jeunes et leurs familles découvrent des métiers, au-delà de ce qui est l'environnement strict familial. Et donc là, j'ai besoin que vos fédérations s'impliquent avec nos collèges pour aller dans les écoles et expliquer ce que sont ces métiers d'avenir. Leur présenter le BIM, leur montrer la transition et leur montrer tous les métiers, parce que nos jeunes, vous savez, on a parfois des images raccourcies, et j'entends les propos qu'on peut avoir.
ils veulent travailler, ils veulent simplement un métier qui a du sens, qui leur plaît. Mais ils ne connaissent pas les métiers. Et donc notre responsabilité, c'est d'aller leur présenter des métiers et de créer des passions. Orientation, aidez-nous à vous faire connaître. Deuxième chose, on a réussi sur l'apprentissage, parce qu'en 5 ans, on est passé de 250 000 apprentis à plus de 720 000. On n'avait jamais connu cette ascension, malgré le Covid. On a simplifié les aides, on les a rendues lisibles pour les employeurs, mais surtout, on a complètement changé la manière d'organiser les formations et leurs règles. Et on a fait exactement ce que vous me demandez pour l'apprentissage, c'est-à-dire on est sorti de cette bataille entre le travail, l'éducation nationale, l'État, les régions. On a dit, ce sont les branches professionnelles qui vont nous dire comment il faut faire, puisque c'est elles qui s'occupent des jeunes et qui ensuite les embauchent. Ça a marché. Et donc dans votre secteur où on avait ces histoires complètement folles, du jeune à qui on mettait des contraintes horaires, et on l'amenait sur des chantiers où il attendait que le reste de l'équipe ait fini, parce que n'ayant pas son permis de conduire, n'ayant pas d'avoir droit aux mêmes heures postées, on avait des situations ubuesques sur les prises de risques, etc. Tout ça a été clarifié, ça marche beaucoup mieux. C'est la même chose qu'on va faire sur le lycée professionnel, parce qu'il faut commencer une étape d'après. Donc après l'orientation, lycée pro. Le lycée professionnel, c'est 1/3 de nos lycéens, 1/3. Eh bien, ce qu'on veut faire territoire par territoire, et on va embarquer nos régions dans cette aventure, parce que les régions jouent un rôle très important dans le lycée pro, c'est qu'on va faire une carte des besoins d'aujourd'hui, à 10 ans, à 15 ans, avec tous les professionnels, pas simplement les besoins très locaux, mais à l'échelle d'un bassin de vie, d'une région, puis entre régions. Et on va adapter la carte de nos formations à cela. On a aujourd'hui, dans nos lycées professionnels, trop de formations qui sont sans débouché, et pas assez de formations sur des métiers en tension. Vous me dites, on a besoin de couvreurs, on a besoin dans les bénisteries, on a besoin ici et là de... Et on n'en trouve pas. Il faut créer des vocations, mais il faut aussi pouvoir les former le plus tôt possible, quand ça correspond à leur chemin. Et donc on va faire ce travail avec vous. Donc, deuxième chose sur laquelle j'aurais besoin de vous, c'est de nous aider à faire cette carte des besoins, cette prospection au niveau de nos régions. Et ensuite, c'est de pouvoir vous mobiliser, parce qu'on a besoin, pour nos lycées professionnels, d'experts, de maîtres associés, parce qu'on ne peut pas, sur tous les besoins, embaucher des enseignants à temps plein. On va avoir besoin, sur telle ou telle compétence, d'avoir des experts associés qui vont venir à côté de nos enseignants qui font un formidable travail, apporter leur expertise, expliquer ce dont ils ont besoin, expliquer aussi les métiers nouveaux et être dans le lycée pro. Ils seront formés pour cela, ils seront payés pour cela, mais ils nous aideront à mieux former nos jeunes. Et puis on va continuer l'effort sur l'apprentissage pour pouvoir vous accompagner en le valorisant et en continuant à bien le rémunérer comme on l'a fait ensemble. Et c'est aussi pour moi un message d'inspiration, c'est que pour nos jeunes, vos métiers sont des métiers d'excellence et d'ascension. Et donc tout ce qu'on peut faire avec les compagnons du devoir, avec justement tous les apprentissages, toutes les qualifications aussi additionnelles qu'on peut donner dans la carrière, les formations continues, les modèles qu'on donne avec les World Skills, avec nos grands concours dont nous sommes si fiers. On a encore vu à Bordeaux avec notre équipe, et il y avait dans cette salle, il y a quelques années, l'équipe de France qui était là dans tous les métiers, dont les vôtres. Ça, c'est très important. Ça, c'est très important. Parce que c'est l'excellence de métiers, de savoir-faire qui viennent parfois de loin et qui se passent de main en main, si je puis dire. Et c'est un trésor du pays et qui nous est aussi envié. Et donc ça, il faut continuer de le valoriser et de montrer que c'est ça, l'entrepreneuriat français. Il y a cette part de création, d'inspiration. Et dans le bâtiment, en France, c'est ce que nous voulons. Voilà ce que je voulais répondre pour notre jeunesse en vous demandant aussi ce que j'attends de vous, mais en vous disant que c'est un énorme effort qu'on veut continuer de faire pour que vous puissiez continuer à avoir des jeunes, à les former plus simplement, à les embaucher. Et puis vous donner de la visibilité. Et donc, au-delà de cet échange aujourd'hui, ce que je veux vous dire, c'est qu'on sera là dans la durée, en essayant de tenir un cap, celui qu'on s'est dit, des grandes transitions, de la simplification, de baisser les coûts de production pour vous permettre de faire plus, de mieux former, mais qu'on sera aussi au rendez-vous régulier, parce que ce cap, on doit le tenir, et nous sommes en pleine tempête. Et on aura d'autres tempêtes. Et donc il faut qu'on puisse de manière régulière se voir pour ajuster les réponses, les adapter. Et au fond, comme vous l'êtes dans vos entreprises, être pragmatique. Parce que je peux vous dire où on va. C'est ce que je viens de faire en vous donnant des chiffres, des caps, des simplifications, des volontés. Et en même temps, je sais très bien qu'on aura d'autres bourrasques. Et donc on sera aussi là pour s'adapter à la bourrasque et que même s'il y a des vagues, de temps en temps, telle ou telle chose arrachée ou s'il faut un peu écoper, qu'on ne perde pas le cap
qu'on vient de définir ensemble parce que c'est celui de la nation. Voilà. Merci pour ces bons mots, plein d'espoir aussi. Et puis, je crois, pour ma part, c'est une des premières fois que vous parlez de ce secteur avec autant de vision d'avenir. Et donc, j'espère que voilà, l'espoir va être aussi présent dans le cœur. Je veux que vous ayez de l'espoir dans ces journées, même si je ne suis pas avec vous. Parce et dans l'esprit de nos adhérents, bien sûr. Vous savez, il en faut. Moi, il y a une phrase que je citais souvent du philosophe Alain, qui disait dans un de ses carnets, il faut penser printemps. Et il avait cette métaphore, comme ça, en plein automne-hiver, il disait, là, tous les arbres sont en train de perdre leurs feuilles. Ça semble dur, c'est un peu ce qu'on vit. On entend, si on allume la télévision, on a l'impression que tout va s'effondrer. Non, on résiste. Mais penser printemps, ce n'est pas de la naïveté, ce n'est pas incantatoire, ce n'est pas la méthode Coué. C'est dire, si on veut que ça pousse au printemps, c'est maintenant qu'on doit semer. Et donc, c'est ça ce qu'on est en train de faire. Donc, c'est un espoir réaliste, celui que je veux vous transmettre. Parfait, c'est très bien. Merci, Président. Merci pour vos bons mots. Avant de terminer, vous avez parlé des WorldSkills, vous avez parlé de cette expertise de nos jeunes magnifiques, que ce soit abordé au JT, j'ai remis des prix, mais que ce soit surtout aussi Lyon 2024, parce que 2024, c'est aussi on a gagné, les Jeux Olympiques des métiers. Vous êtes allé le défendre, je me rappelle très bien. Et donc ça, c'est une grande fierté pour notre jeunesse, parce qu'il faut des exemples. Donc, c'est avec grand plaisir, au nom de tous les adhérents et tous les chefs d'entreprise qui sont dans la salle, génial, plus de 5000, que je vous offre le polo de l'équipe de France du BTP. Avec le coq. Avec le coq, voilà. Donc, je suppose que vous allez le porter dans vos multiples activités sportives. Merci, Président. Et vraiment, c'est avec grand plaisir. Voilà, donc merci beaucoup pour ces mots-là. C'est très important pour nous. Merci, Président, et merci à toutes et tous. Pardon de ne pas être à vos côtés physiquement, mais j'y suis plus qu'en pensée, en détermination et en action. Merci, Monsieur le Président. Merci beaucoup. À vous, Président. Merci.